Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff, deuxième rendez-vous, troisième même rendez-vous de la semaine, je dis deuxième, non c'est déjà le troisième, puisqu'il y a eu le débriefing de la semaine 10, il y a eu le podcast spécial Brian Dabble, si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter, et donc ce troisième podcast de la semaine qui va être dédié aux awards de mi-saison 2025, on va y revenir tout de suite, juste avant que je vous présente les participants au podcast et le thème de ce soir. Je voulais vous donner un petit rendez-vous puisque jeudi à 21h30, on se retrouve sur la chaîne Twitch et YouTube en direct de The Playoff avec Mathieu Van Ball, avec Steph, avec Jus de Spring Football News pour un live spécial sur l'EFA. On va faire ça maintenant, on va essayer de le faire presque toutes les semaines, d'ouvrir l'antenne le jeudi soir à 21h30 pour discuter avec vous directement de toute l'actualité. Alors là, on a décidé de centrer sur l'EFA parce qu'il y a beaucoup d'actu sur la Ligue européenne ces derniers temps. Et il y a beaucoup de questions, c'est que vous êtes nombreux à vous poser des questions, on va essayer d'y répondre au maximum. Donc rendez-vous 21h30 sur la chaîne Twitch et YouTube de The Playoff ce jeudi 13 novembre. On passe donc à notre podcast du jour, les awards de mi-saison. On a mis notre plus beau costume, on a mis notre plus bel accoutrement et on va remettre 6 trophées de mi-saison, le MVP, le joueur offensif de l'année, le joueur défensif de l'année, le comeback player of the year, si mes collègues savent ce que ça veut dire, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça, le coach de l'année et le rookie de l'année. On a joint offensif et défensif, voilà pour les 6 trophées qui vont nous occuper avec des discussions qui s'annoncent animées avec moi. Ce soir, le MVP depuis déjà plusieurs saisons. Mon Seb, salut, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est officiel, c'est la mi-saison. Qui dit mi-saison dit qui sait qui ce serait le MVP si on s'arrêtait maintenant? C'est en fait la question que tu nous as posée. Romulin, tu parles beaucoup plus élégamment que cela, Flav. Je sens qu'on va discuter avec mes collègues du soir. Ça va être animé, comme tu l'as dit. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas Vince pour nous inventer des noms de joueurs pour distribuer les awards. C'est dommage parce que bon, on aurait eu des mecs qu'on connaît pas, nous non plus, qui auraient reçu des titres, mais bon, c'est comme ça. Il n'est pas Tillman. là, c'est ainsi. On rappelle que le voilà, fameux Tillman des Colts. Des Colts, voilà. On rappelle que le mercredi c'est sa séance orthophoniste et quand il n'a pas orthophoniste, il est invité à dîner, donc on peut pas non plus tout lui demander à ce bon Vince. Mon Yaya est là aussi. Alors lui c'est le comeback player qu'on aurait aimé pas revoir venir. Salut mon Yaya, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Si c'est ça ta tenue de gala, Free from Desire. Exactement. Oui, t'as à peu près. Non, t'as encore moins de cheveux que moi, donc. Ouais. Ça se vaut. Et avec nous aussi Flo French Touchdown qui est de retour. C'est notre rookie parce que c'est le petit jeune. Salut mon Flo, comment ça va? Salut à tous, ça va super. On va débriefer du MVP là. Oui, on va commencer avec le MVP d'ailleurs. Oui, mon Yaya, qu'est-ce qu'il y a? Oui, et je voudrais dire qu'il Giants, non. Non, il a un très bon flow. C'est vrai ça? Non, mais l'encourage pas. Je vais la noter. Non, mais j'essaye d'être sympa, tu vois. Ouais, voilà. Alors voilà, c'est tout Flav, tu vois. Et lui, c'est une sorte de, je sais pas quoi, de demi-mêlée qui se cache derrière les deuxièmes lignes, qui met des claques et qui se barre en courant. Voilà, il n'est que méchanceté. Je le laisse s'enfoncer dans son analogie. Non mais tu vois, quand il part comme ça, je sais qu'il va dire n'importe quoi, mais je le laisse quand même terminer parce que bon, sinon après ça le frustre et il échafouine toute l'émission. Donc je disais, on va commencer avec le MVP et Dieu sait si cette saison et cette mi-saison 2025, il y a un débat animé sur le sujet du MVP parce que d'habitude, on a un duel, voire un truel, si il y a trois personnes qui se détachent. Cette année, on va pas construire un mur, mais on a au moins 5, 6, 7 candidats qui peuvent légitimement prétendre au titre de MVP. D'ailleurs, ça change un peu toutes les semaines. On nous a parlé de Baker Mayfield, on nous a parlé de Daniel Jones, on nous a parlé de Matthew Stafford, on nous a parlé de Drake May, on nous a parlé de Sam Darnold. Bref, ça change à peu près toutes les semaines sur qui sera MVP. Alors, on va commencer par Seb. À qui donnes-tu ton titre de MVP de cette mi-saison?
Messieurs, chers collègues, chers et éminents collègues, moi, mon MVP, j'ai déjà donné son nom il y a plusieurs semaines de cela. J'ai dit que je mourrais sur cette colline. Et comme je suis un homme de parole, je ne vais pas me dédire. C'est Jonathan Taylor. Bon sang de bonsoir de nom d'un petit bonhomme. Le running back d'Indiana, 189 courses, 1139 yards, 15 touchdowns, 6 yards par tentative, 113,9 yards par match. Il ajoute 30 réceptions, 260 yards, 2 touchdowns. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Des pointes à 153 yards contre Tennessee, 123 contre Arizona, 165 contre Denver. Et combien plus de 200 la semaine dernière. 224, je crois. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux. 4 triplés au sol cette saison, 4 matchs au cours desquels il a marqué 3 touchdowns au sol, 5 matchs au total avec 3 touchdowns marqués, passes et courses confondues. Pièce essentielle de la machine Colts cette saison, il casse 36% de ses plaquages et 30% de ses portées donnent lieu à un first down et le tout avec un seul fumble à son. Non, je t'ai plus. La coupe est pleine. Pour moi, c'est lui. Ça me ferait un plaisir, mais sur la stat fumble, c'est un seul fumble perdu. Non, c'est un seul fumble commis. Parce qu'il en a fait un. C'était contre Atlanta du coup, parce que contre Atlanta, il en fait un en tout début de match et après il le récupère. Mais il me semble. Non, c'est un fumble commis la stat. Donc il l'a même pas perdu en plus. Voilà, c'est un fumble commis, mais pas un fumble. Et puis moi, en tant que vieux fan de foot, j'aimerais vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, qu'on voit autre chose qu'un quarterback en tant que MVP. On l'a pas vu depuis très longtemps. Le dernier, c'était Adrian Peterson. Les plus vieux parmi nous s'en souviendront, les plus jeunes, un petit peu moins forcément. Voilà, donc je reste fidèle à ma parole. Jonathan Taylor est mon MVP. Attention tout de même à la fin de saison, parce que c'est musclé. Hein. Pour les Colts, il faut aller à Kansas City, recevoir Houston, aller à Jacksonville, aller à Seattle, recevoir San Francisco, recevoir Jacksonville et aller à Houston. Ça va faire mal, mais je compte sur mon Jonathan. Je sais qu'il y arrivera et qu'il éclaboussera la ligue de sa classe. Bon, Flo applaudit depuis tout à l'heure. Alors, mon Flo, je suppose que tu es d'accord avec Seb. Franchement, c'est pour ça va aller vite, hein, mon argumentaire, mais ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Seb depuis 5 minutes. Je rajouterais juste un truc, c'est que, alors c'est sûr, la NFL prend pas en compte l'historique, mais Jonathan Taylor, il est dans le top 5 des running backs en yards par match depuis 5 ans. Et il y a des saisons où il a été blessé, comme celle en 2021 où il fait que 11 matchs sur les 18. Il était déjà dans le top 5 alors qu'il a fait que 11 matchs. Moi, ouais, je suis complètement d'accord avec Seb. J'en ai marre de voir que des quarterbacks. Et surtout dans une saison comme celle-là, qui est très, très, très déficelée. Alors, ouais, comme tu as dit, une semaine c'était Baker Mayfield, l'autre ça pourrait être Sam Darnold, l'autre ça pourrait être Jonathan Taylor. C'est depuis 5 ans le mec qui est hyper régulier, qui passe sous les radars parce que les Colts, ils vont pas loin forcément en playoff ou ils vont pas en playoff du tout. Mais Jonathan Taylor, quand on voit la saison de Saquon Barkley l'an dernier, que là, il est quand même un petit peu sur les mêmes stats à ce stade de la saison, il n'y a pas de doute que pour moi, si l'année dernière, on parle de Saquon Barkley à 2 doigts de l'avoir, mais qu'on a un MVP qui est Josh Allen, qui est exceptionnel encore, cette année, quand on n'a pas de quarterback qui sort vraiment du lot, où il y en a plusieurs, et qu'on a un running back qui est au-dessus de tout le monde et qui ne fait pas de débat, il faut lui donner le MVP. Voilà. Pour moi, c'est clair, c'est pareil, c'est lui qui doit être MVP, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de débat, pour moi, il doit être MVP. Entre Seb et Flo, ça s'auto-congratule depuis tout à l'heure. Mon Yaya, est-ce que toi, tu as un autre son de cloche ? Je suis forcément d'accord avec eux. Malgré tout, je sais qu'il n'aura pas le MVP parce qu'on sait que cette ligue est conservatrice et fait un peu n'importe quoi. Je rappelle que c'était pas la question. La question, c'est à qui toi tu le donnerais. Ah ouais, je vais donner un autre éclairage. Moi, je vais dire Drake May. Voilà. Ça m'embête, ça me coûte. 2555 yards. 19 touchdowns, 5 interceptions. Il progresse, c'est un sophomore. Normalement, l'année sophomore, tu régresses, lui non. Et puis, c'est aussi pour mettre en lumière ce soir, en cette mi-saison,
le très bon début de saison et l'excellente dynamique qu'ont les New England Patriots, menés notamment justement par Drake May. Et pour moi, c'est pour ça que c'est lui le MVP pour l'instant. Mais parce que on sait très bien, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais que la Ligue ne donne jamais le MVP à autre qu'un quarterback. Justement, une question pour Seb et Flo. On va partir du principe que donc vous avez choisi Jonathan Taylor. Si vous deviez choisir un des quarterbacks de cette saison, vous prendriez qui? Si t'es obligé de choisir un quarterback, mettons. L'argument Drake May me plaît assez pour la raison qu'il y a à citer. C'est vrai qu'il y a eu tellement de changements de tête. En ce moment, Sam Darnold a énormément la cote quand on parle du MVP. C'est vrai qu'il fait une saison plus que solide dans un nouveau club. En plus, nouveau club qui a été chamboulé quasiment du sol au plafond au niveau de ses skill players en attaque. Ça se jouerait entre un de ces deux-là, à mon avis. Et toi, Flo? Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Seb vient de dire. Et moi, j'y pencherais plus pour Sam Darnold. Alors, seul truc qui me gêne un peu, c'est que je trouve que le calendrier des Patriots, il est quand même assez ouvert cette année. Assez, bah oui, ça. Utile. Mais je dénigre pas Drake May, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Moi, je vous avoue que j'avais pas du tout mis les New England Patriots si haut, même avec leur calendrier. Mais je trouve que ce que fait Seattle cette saison, avec le calendrier, on avait fait une émission où on avait fait notre classement de la NFC West. Et moi, j'avais un peu dit que Seattle, il fallait attendre. Et là, quand je vois ce que Mike McDonald il arrive à faire avec Sam Darnold, qui avait déjà fait une saison pleine l'an dernier, et lui, c'est depuis la journée 1. Et encore une fois, il est passé sous les radars, il commence à surgir du bois. Mais lui, c'est depuis la semaine 1 qu'il fait. Donc ouais, moi, j'irais plutôt sur Sam Darnold quand même. Et Flo peut vous en parler parce que lui, il est allé voir les Seahawks en vrai cette année. Est-ce que c'était pas toi le Lucky Charm un peu des Seahawks? J'ai été voir les Saints en même temps, ça n'a pas pris pour les Saints par contre. Ouais, bah. Bon. En même temps, est-ce que tu as vraiment vu les Commanders, donc peut-être que ça va donner un déclic. Est-ce que tu as vraiment vu les Saints sur le terrain contre les Seahawks? Parce que moi, je les avais pas vus ce match-là. Ça se trouve, c'était pas eux, c'était peut-être leur frère. Tu vois, non, mais voilà, en plus, quand on se rappelle de ce match-là et quand on voit celui de ce week-end, tu te dis quand même, c'est une équipe qui, en 3 actions, elle arrive à te plier un match. Quoi. Mais c'est ce qu'on disait dans le podcast débriefing que vous pouvez réécouter. C'est une équipe qui commence très bien ses matchs et généralement très bien les premières mi-temps. J'ai pas la stat sous les yeux, mais je pense que ça va être l'une des équipes qui marque le plus de points en première mi-temps. Et même en premier mi-temps. Ils sont capables en 3 possessions d'être à 21-0 assez rapidement et forcément ça rend... Les Saints, c'était ça. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont une défense équipe spéciale qui est ultra forte. Ça, on retrouve les belles heures des Seahawks en défense. Actuellement, chez nos amis bookmakers américains, on va faire le classement des bookmakers aussi, le MVP irait à Matthew Stafford, à égalité avec Drake May. On l'a pas cité. Ils sont tous les deux côtés à 4. Matthew Stafford et Drake May. Vient ensuite Patrick Mahomes à 6. Jonathan Taylor à 7. Josh Allen à 7,5. Et Sam Darnold à 9. Ensuite, il y a cette course à 7 personnes. Et ensuite, c'est Jalen Hurts à 23. Au niveau de la cotation, donc il y a un vrai fossé entre les 7 premiers et le reste. Donc voilà, pour l'instant dans l'ordre, il y a Stafford, Drake May, égalité, Mahomes et Jonathan Taylor. Et pour compléter le top 5, Josh Allen. On peut se poser la question de où est passé Baker Mayfield, parce que en soi, il n'a pas fait quelque chose de moins bien depuis. C'est que la hype a l'air d'un petit peu de Je pense que c'est ça. Je pense que en fait, comme il y a eu cette semaine, la semaine dernière où il était en repos. Voilà, il était en repos, plus la semaine où il a perdu contre les Patriots, en 2 semaines, il a chuté dans le classement, quoi. Ouais. C'est un peu comme le power ranking, tu sais. C'est tellement serré cette année que 12. Tu peux passer de la 2e à la 12e place dans les classements bookmakers en 3 semaines. Hein. Oui, puis les bookmakers, quoi, c'est juste des bookmakers. Donc, Alors, c'est juste des bookmakers, mais généralement, c'est les gens qui aiment pas trop perdre d'argent. Donc, normalement, ils te font des trucs qui sont pas trop délirants, tu vois. Genre, ils vont pas te mettre Baker Mayfield à 150 s'ils pensent qu'il y a une chance qu'il gagne, tu vois. Ouais. Drake May, il est sur une série de 7 victoires aussi.
Ouais. 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 Et le jour où Drake May enchaîne deux défaites, tu vas voir qu'il va passer 7e ou 8e au classement des bookmakers, hein, c'est sûr. Ouais. Hein. Donc C'est- ça arrivera c'est- pas normalement cette saison. Les seuls qui se maintiennent au-delà de la dynamique, c'est Patrick Mahomes et Josh Allen, parce que c'était les favoris en début de saison des bookmakers. Mais c'est pareil, hein, tu prends Lamar Jackson, par exemple, et je sais que Flo, il adore en parler de Lamar Jackson, mais tu prends Lamar Jackson, en fait, il a été plombé par le bilan des Ravens, parce que quand il était là... C'est sa blessure, du coup, qu'il a Voilà, éloigné. c'est sa blessure qui l'a éloigné de la course. Il est déjà revenu dans le top 10, hein. Il toque déjà la porte. Alors C'est ça. que il a manqué trop de matchs. Oui, Ouais. mais tu prends en début de saison, les défaites de Baltimore, c'est plus la défense qui prend l'eau que lui qui fait n'importe quoi. Et depuis qu'il est revenu, c'est plus le même Baltimore. Donc bon, il pourrait aussi, s'il fait une fin de saison où les Ravens enchaînent 6 ou 7 victoires, tu vas voir qu'il va revenir dans la discussion, honnêtement. Il faut lui donner, clairement. Même moi, je suis pas fan de Lamar Jackson, mais si jamais il arrive à redriver Baltimore normalement, il devrait aller au playoff, mais si jamais il faut vraiment un comeback. Ouais, mais si Drake May, je suis désolé. Ce sera le comeback player dans l'année, lui. Ouais. Ce sera le mec qui revient. Si Drake May finit avec une seule défaite de plus, tu vois, ou 2 défaites de plus, ce sera compliqué de ne pas lui donner. Bon, sinon, on règle le problème, on donne à Jonathan. Ils le mettront à la mort. Si New England finit premier et en bye week et on le farce seed, ça va être difficile de ne pas lui donner. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme ça que je l'ai vu. Et un lobbyisme puissant Lamar aux États-Unis que ça ira à la marche, je pense. Moi, je relève la phrase et après on va passer au trophée suivant. Mais je relève la phrase qu'a dit Yaya tout à l'heure. Il a dit, de toute façon, on sait que la ligue le donnera un quarterback. Et je sais qu'il y a quelques minutes, il m'a dit aussi, c'est pas parce que les gens font toujours la même chose qu'il faut continuer à faire pareil. Donc, je vais renvoyer cet argument. En disant que moi aussi je serais bien content que pour une fois ce ne soit plus un quarterback et que on arrête avec ça, parce que peut-être que quand ça fera 2 années ou 3 années de suite où ce sera des receveurs, des running backs, voire des joueurs défensifs, pourquoi pas un joueur défensif MVP un jour, après tout, il y a pas de raison. Et ben ce jour-là, ça va peut-être un petit peu donner aux gens l'envie de voter pour autre chose que pour des quarterbacks, et ce sera pas un mal. Voilà. Ah ben comme ça, on arrêtera de mettre au Hall of Fame des tocards qui sont bons qu'en saison régulière, c'est ce que tu veux dire? Alors non, c'est pas ce que je veux dire, parce que je rappelle que les trophées de saison sont faits sur la saison régulière, donc une nouvelle fois, c'est ça qui compte là pour le coup. Et les tocards qui sont au Hall of Fame sont toujours mieux que les tocards qui n'y sont pas. Alors, on continue avec le joueur. Oui, bah, tu peux se marier autant de fois que tu veux. On continue avec le joueur offensif de l'année, parce que ça, c'est généralement considéré maintenant comme le lot de consolation pour les non-quarterbacks. Et voilà. Pour ceux qui ont été bons, mais voilà, comme le MVP est donné au quarterback, et ben du coup, on va donner ça en lot de consolation. Alors, joueur offensif de l'année, mon cher Flo, comme t'as mis Jonathan Taylor MVP, du coup, tu vas pas nous le mettre joueur offensif de l'année. Qui vas-tu mettre? Ouais, non, de toute façon, c'était pas prévu, mais joueur offensif, moi j'ai longtemps hésité, donc je vais venir à j'ai une personne en tête, mais mon cœur balance, mais comme j'ai déjà donné quelques noms de cette équipe, je vais changer un peu. Je dirais Drake London. Pourquoi? Parce que bon choix là. Drake London, oui, ok. Drake London, pourquoi? Parce que je trouve que l'impact qu'il a avec les Falcons, il est incroyable. On parle beaucoup de Bijan, mais on voit que Bijan est un petit peu... Ça commence à baisser depuis 2-3 semaines parce que les snaps sont partagés avec Tyler Allgeier surtout pour les touchdowns. Donc du coup, on le voit un peu moins en highlights et donc du coup, je dirais que sa cote baisse un peu. Mais quand on voit le travail qui est fait de Drake London, que ce soit sur les tracés courts, tracés longs, dans le flat, il est impressionnant, il est hyper sécure. Je pense que c'est tu enlèves Drake London au Falcon cette année, t'es même pas en 3 et 5, t'es en 1 et 5, parce que Michael Penix Jr., il a un beau bras, mais il a de la chance d'avoir un très 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 gros receveur. Donc je trouve que... Et il est quand même 4e meilleur receveur de la ligue actuellement. Donc, en termes de touchdown, pardon. Donc, moi, je pense que ça pourrait être un de mes favoris avec Jackson Smith et Njigba, mais
pour changer, je mettrais quand même Drake London parce que je pense qu'on oublie un peu trop sa perf. Si tu as €1 à mettre chez nos amis bookmakers ou étrangers, bon, on n'a pas le droit puisqu'on est en France, mais si tu as €1 à mettre, il a une cote à 100 actuellement, Drake London. Je prends la cote. Ouais, je Voilà. prends je mets une petite pièce. Je couvre Smith Njigba, mais je mets une grosse pièce sur Drake London quand même. Eh ben, cote à 100, il est actuellement à côté, par exemple, de Davante Adams à la même cote, de Saquon Barkley, de Derrick Henry, de CeeDee Lamb, de Rico Dowdle, de Justin Jefferson. Tout ça, c'est à 100. Des beaux noms. Oui, il y a des beaux noms, il y a des jolis noms. Mon Yaya, un joueur offensif de l'année. Jonathan Taylor, tout a été dit sur lui. Ah bah oui, forcément, t'as pas mis Jonathan tout à l'heure, toi. Et oui. Eh Même oui. si je pense que ça devrait être un MVP. Grâce à lui, les Colts se caracolent en tête de leur division. Je t'ai connu plus iconoclaste que ça. T'es très conservateur, dis-moi. Tu vois, en fait, tu reproduis le schéma NFL qui vise à faire d'un lot de consolation ce offensive player of the year. Je t'ai connu plus mordant. Oui, mais t'inquiète pas. Je mords dans d'autres circonstances. Réserve pour la suite. Là, Ah bah attends, j'ai oublié un truc. Bon, on va laisser parler Seb et puis après je vais donner le MVP et le joueur offensif de l'année de notre ami Vince qui nous a donné ses joueurs. Ah oui. Autant en profiter, bah oui. Autant en profiter. On va pas rater cette occasion. Vas-y mon Seb, ton joueur offensif de l'année. Alors sur le coup, tu vois, comme j'avais désigné Jonathan Taylor au MVP, je me dis, est-ce que pour la blague, je mettrais pas un quarterback offensive player of the year? Sinon, quand même, on est chez des gens sérieux à The Playoff, on fait pas ça. Et donc j'ai choisi Jackson Smith Njigba, receveur, Seattle, 63 réceptions, 1041 yards, 5 touchdowns jusqu'ici. Il est en route vers une saison à 2 milliards. Cet homme-là, il est visé sur quasiment 40%, plus exactement 37,3% de ses tracés. C'est le plus gros pourcentage de targeting de la ligue. Il obtient un first down sur quasiment 20% de ses réceptions, 19,3 pour être précis là aussi. C'est le plus haut pourcentage de la ligue depuis 2013. Alors, depuis quelques années, les analystes de football sur les receveurs, ils sont très fans d'une stat qui me laisse un peu perplexe, mais pourquoi pas. C'est le nombre de yards par tracé, pas par réception, mais par tracé effectué par le joueur. Et Jackson, il est à 4,6 pour vous donner une idée. Pukanakua est deuxième avec 3,6, Kincaid est troisième avec 3,2 et Ja'Marr Chase et Justin Jefferson sont à 2,4. Réception de 16 yards ou plus dans plus de 11% de ses réceptions. Le deuxième dans la catégorie, c'est Pukanakua avec 6,9 seulement. Donc c'est dire l'emprise qu'il a sur le jeu aérien. Il cumule 115,7 yards de moyenne par match et il bénéficie de deux choses. D'abord, c'est de l'excellente saison de Sam Darnold et aussi du fait que Seattle aime beaucoup jouer avec plusieurs tight ends. Si tu as plusieurs tight ends, tu as moins de receveurs sur le terrain et ça lui fait plus d'espace. Toujours est-il que Jackson Smith Njigba, ça fait quand même quelques années à la porte de l'excellence. Là, il y est et j'ose espérer que cette saison, c'est enfin pour lui. Très bien. Oui, je n'aurais pas dit mieux. Alors, juste pour donner les choix de Vince, du coup, qu'on n'a pas encore donné. Oui. Offensive Player of the Year, il a donc choisi Taylor. Je suppose que c'est Jonathan Taylor, mais bon, déjà, il a le bon nom. On va pas lui demander le prénom avec. Oui, mais attends, non. D'ailleurs, on va parler du MVP. MVP choisit le célèbre Sam Darnold. Et je vous jure que c'est marqué comme ça. Sam, S-A-N, et Darnold, D-A-L-N-O-L-D. J'ai une capture d'écran. Sam Darnold. Voilà. C'est un mélange entre Darnold et Danette. Donc il nous a choisi Taylor Swift et Sam Darnold. C'est ça. C'est le frère de Sangoku, c'est Sam Darnold. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Voilà. Bon, c'est bon. On aura traduit.
Oui, Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes, comme on dit dans les journaux bien. Mais je mettrai ces choix sur le Discord communautaire, histoire que vous voyez tous que ce que je viens de dire est vrai, qu'il n'y a pas eu de blague, et évidemment, vous pensez bien que j'ai fait une capture d'écran avant qu'il ait le temps de les modifier. Non, c'est pas drôle. J'espère qu'on va parler de son choix du Defensive Player of the Oh Year, oui, mais t'inquiète pas, on y arrive. On y arrive. je veux pas tout dévoiler maintenant. Il faut que nos auditeurs restent jusqu'au bout parce que ça vaut la peine. Ah oui, bah attends, on y arrive. Le Defensive Player of the Year, justement, parlons. Ah, j'ai pas donné les codes de l'Offensive Player of the Year. Alors, les codes actuellement chez nos amis bookmakers, bah ça va pas vous surprendre. Hein. Jonathan Taylor est largement favori à 1,27 pour le titre de joueur offensif de l'année. Vient ensuite Jackson Smith-Njigba 3,5, Puka Nacua à 50, Christian McCaffrey à 90, Ja'Marr Chase à 90, et ensuite c'est la flopée de joueurs à 100 dont on a parlé tout à l'heure, notamment avec Drake London, etc. Donc voilà, assez nettement favori Jonathan Taylor, puisque pour eux, il ne sera pas MVP, donc il reste sur... En fait, ils font une yaya, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. J'ai ça à faire une yaya ou faire une NFL. Trop conservateur. C'est trop conservateur. Tiens, en parlant d'Yaya, il va nous donner en premier son Defensive Player of the Year, puisque on en arrive au DPOY, mon cher Yaya, joueur défensif de l'année. Alors c'est peut-être moins facile que certaines années. C'est pour le coup, c'est peut-être plus ténu comme choix, mais nous t'écoutons. Brian Burns. Non, mais on avait dit des choix sérieux. Leader en sac, 2 force fumble, 47 plaquages, sans coordinateur défensif, maintenant sans head coach. Sans coordinateur défensif? Ah oui. Ah, bon? Ah non, il n'y en a pas. Hein. Du côté des Giants, non. Il y en a un, il n'est pas bon, mais il y en a un. Je pense qu'il n'y en aurait pas, ce serait peut-être mieux. Ah oui, mais voilà. Non, mais il caracole en tête du nombre de sacs. Pour moi, c'est lui. C'est lui. Voilà. Toujours en rusher. J'aime bien le. Alors, juste petit. Attends. Co-leader, oui, mais il n'a pas fait ça sur un match. Petite précision. Voilà, je vais juste préciser une petite chose parce que donc Yaya est en train de nous proposer un joueur donc des New York Giants, juste un petit point sur la défense des New York Giants qui est donc 29e en nombre de yards encaissés par match, dont 31e à la course avec 152,1 yards par match, 23e défense contre la passe, 21e défense en nombre de sacs, 27e défense en nombre de points concédés. C'est donc ça le fer de lance de la meilleure défense du championnat selon notre Yaya. Oui, ben justement, tu vois, quand il n'y a rien, toutes les lignes offensives se concentrent sur lui et il arrive quand même à faire du. Donc l'an dernier, il aurait fallu donner le titre de MVP à Joe Burrow parce qu'il n'y avait rien autour de lui. Mais non, mais ça c'est autre chose. Mais non, c'est pareil. C'est pareil. Non, ça c'est le titre de MVP, c'est pas la même chose. Mais là, en termes de défenseur, ou joueur offensif de l'année à Ja'Marr Chase l'an dernier, du coup. Oui, ça oui. Triple mais c'est pas lui, c'était Saquon, du coup. Oui, mais Saquon a fait une très grosse saison aussi. Moi, j'aurais bien aimé Ja'Marr Chase, mais voilà. Ok, très bien. Et Saquon MVP d'ailleurs. Oui, d'accord. Mon Seb, je t'écoute. Démonte-le, vas-y. Non, parce que en fait, mon choix a un point commun avec celui d'Yaya, outre le fait d'être l'autre leader en sac de la ligue. C'est un joueur qui brille dans un club qui n'est qu'un marécage infâme et qui ne cesse de nous décevoir. Oui, mais je suis plus d'accord avec moi. Oui, vas-y. J'ai choisi Myles Garrett. Évidemment. 34 plaquages. 11 sacs co-leader, 7 plaquages pour perte, défenseur hors catégorie depuis plusieurs années, mais surtout, il fait briller ses coéquipiers parce que à ses côtés, Malik Collins, c'est 4 sacs, Alex Wright, 3 sacs, Isaiah McGuire, c'est 1 sac. Pour tous ces joueurs-là, c'est
quasiment des career seasons. 29,% des pressions de Myles Garrett se terminent en sac. Il est 3e de la ligue. Devant lui, Brian Burns et Byron Young. Il est double teamé 13,4% du temps. Les offensive adverses ne parviennent à l'arrêter que 43% du temps. C'est dire l'emprise qu'il a sur cette défense. Une défense de Cleveland qui est plutôt pas mal classée. Et deuxième en nombre de yards. Voilà, 17e en scoring, tout à fait. Et en termes de yards, deuxième contre la passe et deuxième contre la course et deuxième overall. Alors c'est compliqué, c'est un peu compliqué l'histoire des stats collectifs pour déterminer le MVP, mais effectivement si on parle du MVP, pardon, oui, mais d'ailleurs. Alors, je suis d'accord avec toi que ça peut être compliqué, mais quand on te nomme défenseur de l'année d'une défense qui est 27e ou 28e, moi, ça me pose un problème. Qu'elle soit 9e, 10e, parce que t'es pas tout seul dans la défense, je veux bien. Quand t'es avant-dernier de la ligue, bon, ça me pose plus de problèmes. Ouais, mais sur le plan des stats individuelles, ça se vaut que je jette tout le choix de Yaya à la poubelle. Le choix de Myles Garrett me paraît plus... J'ai pas honte de le jeter. Mais tu passeras à la compta pour ton anti-giantisme. Alors là, je crois avoir un certain totem d'immunité, si tu veux. Mon avis, avant que je passe à la compta, c'est pas demain, tu vois, si tu veux mon avis. Bon, je vais juste racheter un média avec mon gars l'euro-million. Hein. Ouais, tu peux miser sur Brian Burns. Si tu mises 100 €, à mon avis, tu seras riche. Enfin, non, t'auras perdu 100 € en fait. Brian Burns, là. Voilà, tu fais un doublé London Burns. Je peux te dire que là... ça cote. Hein. Je peux racheter une franchise avec un dollar. Tu rachètes Bean Sport. Tu pourras racheter la franchise de Jean Marat, si tu veux. Voilà, bref. Qui est-ce qui a dit juste quelque chose? Non, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, j'ai pas entendu ça. Je croyais que quelqu'un venait dire juste. Non, pour rajouter un truc. Eh ben, c'est au tour de Flo de nous donner son joueur défensif de l'année, alors. Moi, ça me fait du mal de lancer un joueur d'une équipe qui est rivale à mon équipe préférée, mais je vais donner Nick Bonito des Denver Broncos parce que je trouve que ce qu'arrive à faire depuis 3-4 ans, cette défense des Broncos, à former, à récupérer des joueurs à la draft, à les former, à les intégrer dans un plan de jeu et qui sortent chaque année avec des pass rushers. Il y a eu des Bradley Chubb, des Von Miller, là on a Nick Bonito. C'est assez fulgurant. Alors, c'est pour ça que ça, on va dire, mon argument, il est un petit peu nuancé, parce que donc du coup, il y a quand même une culture de créer des très très bons joueurs défensifs à Denver. Mais ce que fait Nick Bonito en termes de sacs, je crois que c'était 5 sacs. Non, c'était 7 sacs sur les 5 premiers matchs de la saison, si j'ai pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et depuis, bon, il est un petit peu plus en galère, mais on voit qu'il a ramené cette pression qui manquait à cette défense de Denver il y a une saison maintenant, depuis qu'ils avaient perdu Bradley Chubb. Et franchement, il est impressionnant, c'est le leader de cette défense. On l'a annoncé à un moment partir chez les Cowboys pour remplacer Micah Parsons qui avait plus de pass rusher. Donc voilà, moi je pense que c'est un classement qui est assez... Enfin, c'est un reward qui va être difficile à donner parce qu'en effet, il y a Myles Garrett devant et que Myles Garrett, comme l'a dit Seb, bonifie son équipe et a quand même un statut de superstar de la ligue. Mais je pense que comme outsider, Nick Bonito, moi j'aime bien sur le papier. Ouais. Alors, Nick Bonito est actuellement 3e au classement des bookmakers. Je pense que tu dois avoir Will Anderson Jr. en 2e, quelque chose comme ça. Non, il y a Myles Garrett en premier, qui est coté à 2,5. Il y a ensuite Micah Parsons à 4,5. Okay. Nick Bonito à 6,5, égalité avec Aidan Hutchinson des Lions. Viennent ensuite Will Anderson, Jared Verse, Daniel Hunter, Byron Young et Brian Burns à 31. La cote j'ai hésité avec Will Anderson parce que quand même ancien très très haut drafté, pareil, cette défense des Texans elle est assez impressionnante cette saison,
Mais ouais, j'aime Moi, pour beaucoup moi, ce qui me gêne avec les, enfin, ce qui me gêne, non, c'est pas que ça me gêne, mais avec Nick Bonito, c'est qu'en fait, la défense de Denver est tellement excellente, je limite, ce serait un trophée collectif, tu vois, pour eux, c'est un peu Oui. l'inverse de Brian Burns, tu vois, qui lui est tout seul dans une défense qui prend l'autre de toutes parts. Tirer un élément de la défense des Broncos qui, pour le coup, est une défense dominante, et on l'a encore vu la semaine dernière même si c'était contre des faibles Raiders. Voilà, c'est une défense qui sait te tenir un match. On l'a vu contre les Jets, on l'a vu contre les Raiders. En enlever un d'élément, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, notre fan des Broncos numéro 1 avait lui donné comme joueur des... Oui, vas-y mon Seb, tu veux annoncer la nouvelle? Voilà, ah non, mais voilà, je peux quand même pas rater cette occasion. Donc, on a donc Flo, notre invité. Flo, s'il te plaît, pour tous ceux qui nous écoutent, peux-tu nous rappeler quel est ton club de cœur? Les Chiefs. Voilà, c'est les Chiefs, et Flo a choisi donc Nick Bonito des Denver Broncos. C'est tout à son honneur. Tandis que nous, dans nos rangs, nous avons un fan des Broncos. Et peux-tu me rappeler quel est son choix pour le Defensive Player of the Oui, Year, tout à s'il te plaît? Et je vais vous le lire une nouvelle fois dans son jus, donc comme il nous a été envoyé. Hein, et mes deux collègues sont là pour attester de la véracité de ce que je vais dire. C'est marqué Defensive Player of the Year, 2 points. Je ne sais pas trop. Voilà. Mais pour le moment, personne ne se détache. Je dirais un gars de la défense des Broncos, entre parenthèses, Allen par exemple. Voilà. Voilà. Donc, notre fan des Broncos a dit un mec de la défense des Broncos. Je me suis dit, on est bien parti avec ça quand même. Et si je puis me permettre, il n'était pas certain. Oui, oh joli. Ah bien, Oui, bien, oui, c'est bien, pas bien. mal. Ouais, là, ouais, pas mal. Bravo. Tu sais ce que dirait mon ami Wake? Il te dirait, je crois que c'est ta meilleure de l'année, arrête-toi là. Voilà. Ah oui. Alors, Il faut oui. s'arrêter au sommet de sa gloire, je crois. Voilà. Faut savoir partir à temps. Tu feras pas mieux. Ouais, là, quand même, niveau jouer la sécurité, on est pas mal quand même. Là, c'est mieux Ah ouais, que non, Yaya. mais- Là, mais c'est. comme il l'a dit en début de semaine, Tailgate, un podcast où on s'engage, où on donne Ah ses oui. opinions, on n'a pas peur Ah de bah. mettre les mains dans le cambouis, de mouiller la chemise. On Ah a oui, des opinions. un gars de la défense des Broncos. Et en plus, il Voilà. Là, il y choisit a juste le mec qui est pas coté, 22 quoi. Tu vois. propositions safe. Voilà. Voilà. Et en plus, il te cite, entre parenthèses, le seul gars qui est coté très très loin chez les bookmakers. Tu vois, il aurait pu prendre Bonito, par exemple. Certain, Bonito, Fanga. Il va Ouais, chercher. voilà, il y avait quelques noms à donner, mais bon. Mais non, on va chercher Allen. Bon, pourquoi pas, après tout. On va passer au trophée préféré de mon Yaya. Comeback Player of the Year. Bah Oh oui. oui. Faut bien les placer. Alors, moi, vas-y, j'avoue que déjà, ça va être explique-nous, mon Yaya, pourquoi tu n'aimes pas ce trophée. Bah parce que je vois pas trop l'intérêt. C'est enfin moi c'est pas le truc qui me fait rêver. Ça me fait pas rêver. Voilà. Alors en plus, il y a des années où c'était un mec qui était benché, qui revient à se remettre à jouer et il est comeback player of the year. Bon bah. Voilà. Seb a levé son stylo bic. Oui, non, mais je sais ce qu'il va dire et que normalement, ça devrait être à quelqu'un qui a été blessé et uniquement quelqu'un qui a été blessé. Là, je veux bien, c'est une belle histoire, tout ça. Et c'est une belle histoire. Alors, oui. Oula, reste sur le foot, pas sur la musique. Justement, Yaya, l'incident, le point dont tu fais part, c'est l'année où Joe Flacco reçoit le titre de Comeback Player of the Year, que tout le monde était prêt à le donner à Damar Hamlin. Je le rappelle qu'il l'année d'avant est quand même mort, a ressuscité pour rejouer au football. Ouais. Je vois pas comment ça c'est un comeback, quoi. Voilà. Et donc depuis ce vote controversé, l'Associated Press a édité l'année dernière des guidelines, un guide qui dit que l'esprit de l'award de l'Associated Press Comeback Player of the Year, c'est d'honorer un joueur qui a démontré de la résilience face à l'adversité en surmontant une maladie, une blessure physique ou d'autres circonstances qui l'ont mené à manquer des matchs playing time lors de la saison précédente. Effectivement,
sors de ta retraite, même si tu fais un beau parcours avec l'équipe qui t'a enrôlé, si tu suis ces critères-là, t'es pas censé être qualifié. Et moi, alors je suis attends, assez d'accord avec ça. Attends, c'est quoi? C'est blessure et la dernière truc, c'est quoi? Alors, T'as c'est dit maladie, blessure Ouais, physique ouais, ou ou d'autres circonstances voilà, qui l'ont peut-être mené. que faire des pancakes à ses petits-enfants, ça peut être d'autres circonstances. Puis ça peut être dangereux aussi. Alors, moi, je pense que c'est pas ce qui est visé, tu vois, ou prendre sa retraite pour dire finalement, non, j'y retourne, même 2 ans après. Je pense pas que ce circonstance visée. Je pense plutôt à un drame personnel ou familial. Donc par exemple, tiens, non mais c'est là pour le coup c'est intéressant. Vraie question. Si par exemple on imagine que Ryan Tannehill revient, Je pense à lui. il revient chez les Jets et il les emmène en playoff. Donc il serait pas éligible au comeback player of the year du coup. Si on suit ce cadre-là, non. Moi je pense qu'ils ont mis les autres circonstances pour en fait laisser un flou juridique complet sur l'affaire. Je pense. Non, mais les Américains, ils aiment bien les belles histoires, c'est sûr que ça mais fait je plus suis rêver de moi je suis dire, d'accord avec toi. Mais j'aurais arrêté en fait à blessure ou maladie. Point. Voilà. Oui. Mais je pense que ça a également vraiment été édité en regard, tu vois, de ces il y a 2 ans. Entre Damar Hamlin qui revient d'entre les morts et Joe Flacco qui se lève de son canapé. C'est pas la même. Non, on peut comprendre. Enfin, moi-même, ça m'a rendu chafouin, quoi, que ce soit pas, qu'il soit pourtant chez rien. Enfin, je connais Damar pas de Hamlin fan qui de Damar Hamlin. Faut être. qui en tout début de saison était coté à 1,01 pour être comeback player of the year. En gros, il lui suffisait de mettre un pied sur le terrain et d'être éligible à la récompense pour la gagner et qui finalement ne l'a pas eu. Voilà. Bon. Mon cher Yaya, du coup, ton comeback player of the year. Aiden Hutchinson. Aidan Hutchinson avec. Vous sentez qu'il y a de l'envie, hein, de l'allant et. Non, mais ce trophée là. D'accord, ok. Si tu veux ton Joker, dis-nous Joker. Hein, et puis, alors normalement, on a le droit à Joker, je prends aussi. Hein. Interville, tu sais, c'est les points doublés. Donc, non. Ouais, parce qu'il faut en mettre un Hutchinson. Pas Russell Wilson? S'il pouvait ne pas faire de. Non, parce que tant qu'on est à Brian Burns, bon. Non, quand même pas, faut pas déconner quand même. Mon cher Flo, même chose, Joker? Non, mais moi j'avais 2 noms parce qu'en fait j'avais prévu le coup, mais j'avais le nom parce que lui, il a préparé le et podcast, j'avais le nom non blessure parce que du coup j'avais pas ce que Seb a dit juste avant en tête et je ne connaissais pas la guideline. Il y a un micro qui vient de se faire fracasser. Ouais, et il a Flo, pris. voilà. Là, je suis tendu. Là, je suis pas bien. Non, mais si je dois parce que à la base, que je vous donne ma réflexion, je partais sur Mac Jones. Pourquoi? Parce que il fait une saison de dingue à San Francisco et qu'il était à la cave il y a encore 1 an et que là, il est ressorti. Mais si on prend en considération en effet qu'on n'a pas le droit de prendre un joueur qui n'a pas subi une maladie, une grave blessure, problème personnel, j'irai chercher Aiden Hutchinson aussi parce que revenir à ce niveau avec une blessure au tibia qui est souvent très 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 gênante pour un defensive end, c'est quand même du solide. Je ne sais pas quels seront les choix des prochains, mais j'ai une préoccupation avec CMC, avec Christian McCaffrey, qui je pense aussi est légitime de ce trophée. Mais sa blessure de l'an dernier m'a mis perplexe par rapport à ce joueur dans les situations de cette blessure où on a eu longtemps peu d'informations sur qu'est-ce qui se passait vraiment. Donc, voilà. Vous savez, si on vous doit savez prendre ce que je crois. un vrai gars, je dirais Aiden Hutchinson quand même. Vous voulez ma théorie vous êtes habitué à mes théories, elles sont jamais fumeuses. Big Bang. Moi, à mon avis, et Seb, il va être d'accord avec moi, parce que Seb, il est toujours d'accord avec moi. Et en plus, ça concerne sa franchise. Je crois que les San Francisco 49ers veulent s'assurer tous les ans un trophée, quoi qu'il arrive, et font exprès d'envoyer 10 joueurs par an à l'infirmerie pour que l'année suivante, ils en aient au moins un qui performe et qui soit comeback player of the year. C'est possible. Donc l'an dernier, ils ont envoyé Christian McCaffrey pour l'avoir cette année. Cette année, ils ont envoyé Brock Purdy et compagnie pour l'avoir l'an prochain. Nick Bossa. Et Nick Bossa et tout ça. Et comme ça, oui, Nick Bossa, Fred Warner. Fred Warner, il fait le cas. Fred Warner, je pense qu'il sera favori. Voilà.
Tu vois, et ils font ça tous les ans. Ils en blessent 4-5 importants comme ça. Et l'an prochain, ce sera Christian McCaffrey qui se reblessera pour l'avoir de l'année suivante. Et comme ça, il Non, mais s'assure c'est un bon, on va trophée se tous les calmer ans. un petit peu sur mes 49ers, là. On peut enchaîner sur le fait qu'il y a un partenariat qui a été fait avec les Giants, parce que les Giants qui n'ont pas eu de trophée, ils essayent de faire la même chose. Ils envoient tout le monde à l'infirmerie, ils se disent Oui, on a eu un Super Bowl depuis moins longtemps que les Niners. Le truc, c'est que les Giants, même là-dedans, ils se foirent, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est que même ça, ils n'y arrivent pas. C'est absolument terrible. Oui, on a eu un coach of the year et regarde, maintenant il s'est fait virer, tu vois, voilà. Ben oui, parce que quand on gagne des trophées chez les Giants, tu te fais virer. Mon cher Seb, ton choix, toi, c'est quoi, du coup? Christian McCaffrey? Mon choix, c'est aussi porté sur Aidan Hutchinson, même si j'ai beaucoup hésité avec Christian McCaffrey, qui ne démérite pas pour ce trophée. Donc, une fois de plus, on va rappeler l'affaire. Hein, il n'a joué que 4 matchs la saison dernière sur des blessures aux jambes qui étaient assez mystérieuse, à tel point que les informations étaient très longtemps très floues autour d'elle. Et cette saison, il revient quand même assez fort, hein, 626 yards au sol, 692 yards en réception, 8 touchdowns au total, 4 au sol, 4 à la réception, 249 touchés de balle. Au total, c'est le leader de la ligue en nombre de cumulés de portées et de réception. S'il était désigné, il ne volerait pas ce trophée pour être honnête. Néanmoins, Aidan Hutchinson joue aussi un poste qui est physiquement particulièrement exigeant. Il revient lui aussi d'une blessure particulièrement compliquée, parce que je crois que c'était une double fracture de la jambe, hein, si ma mémoire est bonne, et il fait une saison pleine alors attends, hop, désolé, petit problème de fichier, je reprends mes stats. Aidan Hutchinson, 18 plaquages, 7 sacs, 4 fumbles provoqués, c'est le leader de la ligue, 2 passes déviées, 7 plaquages pour perte de terrain, c'est une saison pleine. Je pense que la course va être serrée entre les deux. Moi, de ce que j'ai lu à droite et à gauche sur des sites d'analyse, quand Hutchinson n'était pas premier, c'est que c'était Christian McCaffrey et il était deuxième, et inversement sur tous les classements que j'ai vus. Alors, moi je vais te donner celui des bookmakers, comme d'habitude. McCaffrey est favori à 2,1. Vient ensuite Dak Prescott à 2,4. Parce que Dak Prescott aussi fait une excellente saison. Alors, masqué par la défense de Dallas, moyenne des Cowboys, voilà. Mais la saison intrinsèque de Dak Prescott est effectivement excellente. Il a même été pendant un moment aussi cité parmi les gens qui pouvaient prétendre au MVP, Dak Prescott, en tout début de saison. Donc voilà, c'est vrai qu'il peut être éligible aussi lui à ce trophée-là, puisque c'était aussi une question de blessure l'an dernier. Et ensuite vient Aidan Hutchinson à 5, puis Daniel Jones à 11, et ensuite Stephen Diggs à 31. Mais Stephen Diggs, visiblement, il aura plutôt le trophée de père de l'année. Oui. Donc il est déjà éligible à d'autres trophées. Ce sera pas celui de Comeback Player of the Year. Ouais, mais qu'est-ce que ils ont pas de cadeau pour la fête des pères, lui, il en aura plein. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une bonne vision, ouais. C'est un bon investissement. Seb, tu voulais dire un truc sur Dak Prescott? Oui, non, Dak Prescott, en effet, c'est aussi un nom qui m'est venu à l'esprit très très sérieusement, hein, quand il a fallu que je fasse un choix. Effectivement, il est dans le top 3 également des analystes. Juste pour mémoire, hein, c'est déjà 2319 yards lancés, 17 touchdowns, seulement 6 interceptions, 114 first down gagnés à lui seul. C'est le leader de la ligue dans cette catégorie. Alors, oui, comme tu l'as dit, il pâtit du bilan médiocre des Cowboys, mais s'il continue sur cette lancée-là, il est sur le rythme d'une saison à 4 milliards, hein, si tout va bien. Ce sera pas rien. Et c'est un joueur qui jouit d'une très bonne image au sein de la ligue. Oui, tout à fait. Alors que Stephen Diggs, c'est un joueur qui jouit. Alors, tout court. On continue avec maintenant. C'est quoi? Je suis perdu dans le rookie, voilà. Un jour, faudrait que je te fasse des cours d'éducation sexuelle quand même. Hein. Ça va, t'inquiète pas. J'allais dire je prends, mais non, on va oui, tu prends, on a vu certaines vidéos. Le rookie offensif, non, on a dit qu'on faisait rookie de l'année. Offensif et défensif ensemble. Là aussi, alors je suppose que votre choix va se porter plus sur un offensif, mais il y a matière à débat. Qui est-ce qui veut commencer? Tiens, Flo, vas-y.
En effet, on part sur un offensif. Et, qui était annoncé comme très très fort, qui est arrivé aux Colts. Notre ami Tyler Warren, Titan, assez exceptionnel, qui aime beaucoup d'ailleurs les spotlights, parce qu'il a un jeu assez spécial. Moi, je le suivais déjà un petit peu parce qu'il évoluait du côté de Penn State, donc il avait fait une très très grosse saison l'an dernier. C'est un joueur assez polyvalent. Et cette année, quand on voit la saison d'Indianapolis, il arrive à se glisser dans le top 3 des receveurs de cette équipe. Première saison. Et il est Devant pas loin. Tillman. Devant Tillman, ouais. Et il est avec Alec Pierce. Ils font un bon duo. Et voilà. Et Tyler Warren, ce qu'il fait, voilà, il est partisan de cette très très grosse saison et cette multitude de choix que Daniel Jones a à sa disposition. Donc pour moi, il mérite amplement et je pense que c'est pas fini parce qu'il peut aller. Il a encore une grosse marge de progression. Bon, Yaya. Jackson Dart. Forcément, juste pour toi. Voilà. Et puis Flo n'arrête pas arrêté de me chauffer parce qu'il était dans le train, Jackson Dart. Il m'envoie des messages régulièrement en disant mais voilà, j'étais obligé de le mentionner. Jackson, il s'est plutôt pris le train que monté dedans la semaine dernière. 7 touchdowns à la course. C'est un record. C'est le meilleur running back des Giants. Non, c'était Scataboom. Non, mais oui, mais il a marqué moins que Jackson. Scataboom. Et ouais. Non, pour moi, c'est il a redonné un peu d'allant dans cette franchise qui était. C'est la lumière, c'est la lueur d'espoir pour le futur, tu vois. Oui, c'est voilà. Et tu vois, en fait, tu vois, autant Eli était Anakin. Il a fallu qu'il nous case Eli Manning. Et là, maintenant, c'est un peu son fils spirituel. C'est un peu Luke Skywalker qui va battre l'Empire à lui tout seul et qui va faire tomber les Chiefs, je vous l'annonce, dans 2 ans au Super Bowl à lui tout seul. On a dit, Flav, on a dit maintenant, quand il parle d'Eli Manning, on lui coupe le micro pendant 5 minutes. Il faut que je pense à faire un raccourci clavier pour supprimer tout de suite le micro d'Yaya dès qu'il commence à nous parler de ça. Je sais pas si on peut programmer une IA, tu vois, qui dès qu'elle détecte les mots Eli Manning pendant nos podcasts, oui, il faut bien mettre Eli Manning parce que si on parle de Peyton, il faut laisser quand même parler. Voilà. Si c'est Eli, paf. Ça coupe. On parlait aussi parle d'Archie ou tu vois, enfin un autre joueur. Je disais, je viens d'avoir une info là en direct dans le podcast. Ça me fait un peu rire. C'est sur Brock Purdy. Brock Purdy qui a été considéré comme limité à l'entraînement. Il a été limité à l'entraînement, mais c'était un limité agressif. Alors je sais pas ce que ça veut dire la limitation agressive. Non, mais ça, c'est pareil, va falloir la communication à San Francisco, Seb, limité agressif. Limited aggressive. Les mecs qui font les rapports à la NFL au practice squad, ils sont pas diplômés, donc c'est comment parce que non, moi je pense vraiment qu'ils se foutent de la ligue et des journalistes. Quand ils font vraiment truc de fou, fou, des journalistes. C'est uniquement pour ça. Le mec, il est limité, mais tu sens qu'il en voulait quand même. C'est ça, Brandon Ayuk. C'est pas parce qu'on l'a pas cité, mais Brandon Ayuk aussi, on sait pas. Voilà. Il y a pas de. On sait pas où il est passé, lui. Il est blessé, on sait que c'est grave, mais on sait pas. On sait pas. Voilà. Je sais pas. Bon, tu me diras, ça nous rappelle les plus belles heures de l'ELF où on n'a pas de rapport de blessure du tout. Je sais pas. C'est flou. Mais bon, on en parlera demain de l'EFA, enfin ce jeudi soir, sur Twitch et YouTube. Mon Seb, tu m'as pas donné ton rookie, toi. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à surcompenser, donc j'avais choisi un rookie offensif et un rookie défensif. J'ai choisi Tyler Warren pour le rookie offensif. Je suis fan également, joueur super versatile. Il a utilisé comme fullback sur les trip options, quarterback sur les Wildcats, comme coureur dans les gaps, etc. Il sait faire plein de choses. Mais on va parler défense maintenant. On va parler défense, messieurs. Et nous retournons dans l'Ohio parce que mon choix, c'est Carson Schwezinger, linebacker, 2e round, leader de plaquage du club et 11e de la ligue avec 30 solos, 44 assists.
1,5 sac, une passe déviée, une interception. Il s'impose dès sa première année dans une défense particulièrement relevée au sein d'un malheureusement en désespérance. Petit point noir, et il a une petite blessure à la cheville. Il était limité à l'entraînement dernièrement. Je pense agressif ou pas? Alors, je sais pas, mais c'est la défense de Cleveland, donc je dirais que lui c'était un limité agressif quand même, parce que la défense de Cleveland limitée tranquille, ça n'existe pas. Je pense que c'est pas encore un game changer, c'est-à-dire un joueur qui à lui seul est capable de peser sur un match, mais c'est un joueur plus que solide et qui saute vraiment aux yeux quand on le regarde jouer et quand on regarde sa feuille de stats. Moi, je suis sûr de voir la suite de sa carrière à ce jeune homme. Alors pour le rookie offensif et rookie défensif, du côté des bookmakers, rookie offensif, Emeka Egbuka est en tête avec une cote à 1,83. Pareil. Devant Jackson Dart à 2,5, Tyler Warren à 6, puis notre ami qu'on ne pouvait pas ne pas citer, Quinshon Judkins, évidemment. Eh oui, le célèbre Quinshon Judkins, notre ami Vince. Et du côté des rookies défensifs, c'est ton ami Carson qui est en tête pour l'instant devant Abdul Carter et Jihad Campbell du côté des bookmakers. Ils sont quand même forts ces Browns parce que même quand ils font des saisons pourries, ils arrivent à avoir 2 favoris pour des trophées individuels. Et toujours, ils arrivent à développer un jeu au sol, toujours, parce que Quinshon Judkins, il est très très fort à Ohio State. Il le passe bien mieux que Vince. J'ai eu le temps de pratiquer, je l'ai beaucoup suivi à Ohio State l'an dernier. Donc, c'est pas qui je pense que pour l'Offensive Rookie of the Year, malheureusement, si quand Jonathan Taylor sera récompensé, je vois pas la NFL mettre 2 awards sur les Colts et ça se tournera plutôt du côté de Egbuka, du côté je pense qu'ils peuvent en mettre 2, mais le problème c'est qu'ils en mettront peut-être pas 3 parce qu'il risque d'y avoir le coach de l'année aussi chez les Colts. Alors oui, voilà. Et après, il y a 2 noms qui, alors ça c'est si on se projette un peu plus, mais il y a 2 noms moi que j'aime beaucoup et je pense que ça prouve que cette année c'était une cuvée de running back et de tight end. Moi, il y avait un nom que j'avais noté aussi, mais j'aime beaucoup Colston Loveland aussi de Chicago, qui fait une très très grosse saison, et aussi qui pointe vraiment de plus en plus le bout de son nez, c'est Oronde Gadsden des Chargers, le tight end aussi. Et ces deux tight ends qui sont en train d'exploser pourraient aussi peut-être venir jouer, surtout Loveland, je pense qu'il peut avoir ses chances s'il continue sur sa progression avec la saison que font les Bears et Caleb Williams. L'année où Joe Flacco il est Comeback Player of the Year 2023, si je dis pas de bêtises, les Browns, ils ont pas 3. Il y a Kevin Stefanski qui est coach de l'année, si je dis pas de bêtises. Oui. Je sais pas s'il y a pas Miles Garrett. Nick Chubb, il était pas dans les papiers. Je me demande s'ils en ont pas 3, les Browns cette année-là. Faudrait vérifier. Player of the Year, Nick Chubb, non, ça me rappelle rien ça. Defensive Player en 2023, c'était Miles Garrett, donc c'est ça. Donc ils en avaient 3. Et Stefanski, coach de l'année. Donc ils en ont eu 3 cette année-là, les Browns. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y en ait 3. Pour notre ami Vince, Comeback Player, on l'avait pas dit, il avait mis Daniel Jones et coach et rookie Tyler Warren. En fait, il a pris que des Colts, sauf le gars de la défense des Broncos. Il a dit un gars des Colts. Voilà. Il a des Colts, c'est un gars des Broncos aussi. Voilà, c'est sympa. Il nous reste le coach de l'année. Ce sera pas Brian Daboll. Ça, c'est déjà sûr. McDaniels. Ce sera peut-être pas Mike McDaniel non plus. Ce sera peut-être pas Kevin Stefanski non plus, d'ailleurs. Non, mais Kevin Stefanski, ça pourrait être lui. Il a des vidéos, des tapes, je pense, du propriétaire des Browns. Il regarde pas les matchs, c'est pas possible. Qui vois-tu coach de l'année, mon Sam? On en a parlé. Shane Steichen. Ça me semble dur de pas lui donner. Il y a des fans de Sean Payton, mais bon. Moi, j'ai un autre nom. Mais moi, je vote Station aussi, mais j'ai un autre nom.
Bon, bah vas-y, alors développe Staken, mon ami Seb, et puis après... En poste depuis 2023, il a eu 2 premières saisons un petit peu mouvementées, mais qui lui ont permis de bâtir une culture dans le club, qui était quelque chose qui manquait depuis un certain nombre d'années du côté d'Indianapolis. Ils sont bien partis pour le first seed cette saison. Il sait également tous les doutes autour de la titularisation de Daniel Jones. Il a le soutien de la propriétaire des Colts, qui d'ailleurs, les Colts qui ont fait un all-in lors de la trade deadline en les bijoux de famille pour aller chercher Sauce Gardner. Steichen, il avait alors quelque chose d'intéressant, il avait construit, quand il était coordinateur offensif, l'attaque de Philadelphie autour des capacités de coureur de Jalen Hurts. Là, il a construit une attaque tout aussi performante, mais avec un profil de quarterback complètement différent. Daniel Jones, quand il court, est vraiment sur des scrambles et très peu sur des jeux designés pour cela, parce que c'est pas ce style de quarterback. Et il a construit ça autour d'un running back élite et de ce quarterback plus classique. Et ils ont une attaque qui me rappelle beaucoup, pour les plus vieux, l'attaque des Rams de Saint-Louis du début des années 2000, le Greatest Show on Turf, avec Marshall Faulk, notamment au poste de running back, et Kurt Warner au poste Flo de était pas né, hein. Non, j'essaie de me dire ce que je faisais en et il a 2000, construit ça ça avec va être bien bon. il a construit également ça avec une très très bonne offensive line. Et surtout, c'est des Colts qui sont beaucoup plus hauts que ce à quoi on s'attendait. La saison passée, la qualification et même la tête de la poule, ça leur est passé sous le nez. Ils étaient encore un peu justes. Là, cette année, ils dominent leur ça de ma division. mère. À une victoire aux Giants. Putain, À une victoire près contre les Giants, en effet. Cette année, ils dominent très très nettement leur division. Pour moi, Alors, je vais avant de vous donner les codes de bookmakers, sachez qu'il y a 3 coachs qui se tiennent en rien chez les bookmakers. Il y a Shane Steichen, mais c'est même pas le favori pour l'instant. Ce n'est pas le favori. C'est Mike Vrabel le favori pour l'instant. Ouais. Bah oui. Tu ramènes une franchise iconique sur le devant de la scène. T'es un enfant de la franchise. Il y a tout pour que ce soit lui aussi qui gagne le trophée. Hein. Et il y en a un troisième qui est dans les mêmes étiages. Ils sont tous entre 2 et 3, grosso modo, de cote. Qui est le troisième? Mike McDonald. Mike McDonald. Bien sûr. Moi, c'est mon nom. Hein. Pour moi, justement, je vois pas comment on peut pas lui donner, mais parce qu'encore une fois, c'est pas assez médiatisé Seattle ce qui se passe. C'est parce que tu l'as vu, je te dis, tu l'as vu. Je suis devenu amoureux des Seahawks. Non, mais en vrai, quand on pense à ce que moi qui vais faire ma pub Baltimore Ravens, c'est la plus grosse perte des Ravens sur les 3 dernières saisons. La défense des Ravens qui n'en met plus une devant, ça s'explique par le départ de Mike McDonald il y a 2 ans à Seattle. C'est lui qui a amené, et Seattle qui était une équipe un peu brouillon, qui avait des très bonnes pièces défensives, Witherspoon, voilà, ils ont un corps de cornerback qui est assez phénoménal. Ils ont été chercher des Marcus Lawrence, enfin bref, ils ont une défense qui est folle, et elle vient en grande partie, je pense, du schéma de jeu inculqué par Mike McDonald. Et que ce soit offensivement ou défensivement, c'est très, très, très agressif. C'est ce qu'on avait vu sur la défense des Ravens en 2023, quand ils perdent contre les Chiefs. Et voilà, je trouve que ce qu'il a mis en place, et pour les avoir vus en vrai, c'est impressionnant. Et pour moi, quand on voit comment la franchise s'est reconstruite toute cette année, et ce qu'il a réussi à faire avec, et à faire monter des joueurs comme Sam Darnold, comme Jackson Smith-Njigba, ou que ce soit même que ce soit au niveau des Titans, on a Barnier, on a le 5e choix de draft qu'ils ont été chercher, Tim Horton, le receveur, enfin bref. Avec peu, ils ont réussi à faire un truc énorme. Donc ouais, moi je trouve que Mike McDonald, il le mérite amplement. Mais Vrabel aussi pourrait le mériter. Voilà. Donc en gros, on va avoir une truelle, comme on disait en début d'émission, un peu plus serré que prévu. Ensuite, en 4e position, très loin détaché, vient Sean McVay, puis Ben Johnson et Kyle Shanahan en 6e position. Mais là, on est sur des cotes à déjà plus de 30, donc c'est vraiment très 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 loin du trio de tête. Pas de Schottenheimer. Il n'y a pas de Schottenheimer. Schottenheimer est dernier des cotations.
Il est devant. Mike McDaniel est avant Devant. Schottenheimer. Ah oui. Ouais. C'est parce qu'ils avaient Schottenheimer, contre les Buffalo Bills, c'est pour ça. Schottenheimer est dernier en compagnie de McCoy. C'est les deux derniers au niveau de la cotation. Mais tu as des Kellen Moore, des Jonathan Gannon, des Ryan Morris, des Mike McDaniel qui sont devant Schottenheimer. Tant dire que voilà, bon, ça joue pas à grand chose. Hein. C'est des cotes à 990 ou 1000. Hein. Donc bon, c'est pas non plus. Mais, C'est value, voilà. C'est safe. Oui, pas sûr. Seb, tu voulais dire un truc? Non, on évoquait Sean McVay, oui, qui est un excellent coach, mais ce qu'il y a, c'est que les Rams, ils sont peu ou prou là où on les attendait, dans leur division, j'entends. Après, le nombre de victoires-défaites est peut-être plus élevé que ce que j'attends, mais les Rams, comme dirait Yaya, pour reprendre l'expression d'Yaya, c'est un train qui arrive à l'heure. C'est pour ça que McVay, même si c'est un coach que j'apprécie énormément, même si c'est des rivaux de division pour moi, il n'a pas sa place dans la conversation. Parce que n'oublions pas que le coach de l'année, c'est quelqu'un qui va permettre, qui va amener son équipe là où on ne l'attend pas. Et dans le cas de Mike Vrabel, par exemple, lui, même s'il y a une reconstruction Patriots qui est entamée depuis une saison, lui, c'est une première. Et la reconstruction, enfin, il a posé les bases dès les premiers mois et tout fonctionne. La maison semble déjà solide. C'est en ce sens que c'est un nom qui me paraît plus pertinent que celui de Sean McVay. Oui. Et tout ce qu'a dit Seb, c'est pour ça qu'il y a des coachs qui n'ont jamais eu le titre de coach of the year, tu vois. Tomlin. Oui, parce que lui, ça arrive toujours à l'heure. Ouais, lui, ça arrive toujours à l'heure, Mike Tomlin. C'est pour ça. Je pense qu'il n'a pas pour été chercher le petit truc en plus. Il les amène en playoff et on se dit c'est son standard. C'est les Steelers, chaque saison, on sait qu'ils iront en playoff. Après, peut-être que l'année où ils iront plus loin, mais le problème, c'est que le Ward, encore une fois, s'arrête à la saison régulière, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. C'est ça. N'hésitez pas à nous donner vos choix à vous dans le Discord communautaire, et si vous n'arrivez pas à le rejoindre parce que vous ne trouvez pas le lien, vous faites comme a fait Ryder la semaine dernière, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, ou vous envoyez un message sur les réseaux sociaux de TPO, on vous fera un plaisir de vous envoyer le lien pour vous connecter avec nous sur le Discord. On passe des très bons moments, délicieux, vous pouvez avoir les dernières blagues de Vince même quand il fait pas exprès, enfin bref, on passe des super moments pendant la Red Zone, on peut tous discuter et tout, c'est très sympathique. Comme d'habitude, le petit rappel de la semaine 11, mais juste avant, je vous rappelle que ce jeudi soir, on se retrouve en live sur Twitch et sur YouTube pour parler de l'EFA. Le programme de la semaine 11 de compétition. L'ouverture, ce sera les Patriots qui reçoivent les Jets dans un duel d'AFC Est. Pour un Thursday Night Football, j'en espère meilleur que celui de la semaine dernière. Il n'est pas garanti qu'il soit meilleur, mais on l'espère. Mais rien nous le garantit. Ensuite viendra le match de Madrid entre les Dolphins et les Commanders. Ça, ce sera dimanche à 15h30. Tu y es, toi? Ouais, j'y serai. Ah, cool. Voilà, il va aller au Santiago Bernabéu pour voir tout ça. Bah, tu ramèneras des vidéos pour The Playoff. Ouais. Steelers Bengals, ça c'est à 19h, un match d'AFC Nord. Jaguars Chargers, Bills Buccaneers. Alors il n'y aura pas de neige, hein. Je vous arrête tout de suite. Oui, il y a eu de la neige mercredi à Buffalo, mais ils annoncent 10 degrés ce week-end, donc il n'y aura pas de neige à Buffalo ce week-end. Ouais, bah 10 degrés, oui, c'est comme à Dunkerque. Vikings Bears, ça c'est pour un duel d'NFC Nord, une division toujours aussi serrée. Ensuite on aura les Titans de retour sur le terrain après leur très belle bye week de la semaine dernière où ils ont pu glaner le first pick sans jouer. Ce sera contre les Texans de Houston. Les Falcons reçoivent les Panthers de Caroline. Les Giants accueillent les Packers. Les Rams accueillent les Seahawks, et ça va être un très très gros match. Le Rams Seahawks, il va être particulièrement intéressant. Les Cardinals accueillent eux les 49ers de San Francisco. Les Browns reçoivent les Ravens. Les Broncos accueillent les Chiefs. Là aussi, très très gros choc pour les deux équipes. Le Sunday Night Football, ce sera entre les Eagles et les Lions de Détroit. Là aussi, un très beau match à venir. Et enfin, on termine en beauté avec le Monday Night Football entre les Raiders de Las Vegas et les Cowboys de Dallas. Oui, voilà. Comment finir une semaine en beauté. C'est un match où il peut y avoir 45-40 encore. Ou 6-9. Ou 6-9, ouais, ou 6-3, ouais. Je te préviens, moi celui-là, alors là, hors de question.
Entre une attaque qui avance pas et une défense qui arrête rien, on sait pas qui va gagner, tu vois. Ça peut se regarder comme 2 ronds de flanc pendant tout le match, quoi, tu vois. Voilà, ça peut être compliqué. Bref, voilà pour toute la nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les Saints ont gagné en week 10, 17-7 face aux Panthers, je tiens à le rappeler. Et comme ils sont en bye week, Carolina, il faut ouvrir un cas, vraiment. Comme ils sont en bye week en semaine 11, ils vont donc rester invaincus 2 semaines, ce qui n'était pas encore de la saison. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. À noter que les Colts aussi, notamment, sont en bye week cette semaine. Donc, on n'aura pas les Colts, ils vont pas jouer comme quoi les meilleures équipes de cette Jonathan année. Taylor, fin de semaine prochaine, il est plus Il n'est plus en MVP. Il est plus parmi les frontrunners pour MVP Offensive of the Year. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait cette semaine, le truc. Comme ça, au moins, ce serait plus facile. Mon Seb, mon Yaya, on vous retrouve comme d'habitude sur The Playoff des mardis prochains. Mon Flo sur Insta, French Touchdown. On retrouve toutes les vidéos. Bon, des fois en collab avec The Playoff aussi, avec la NCAA, avec tout ça. Souvent. Voilà, souvent. Bref, c'est comme Mathieu, c'est un habitué fréquent, notre Flo. Il nous accompagne de plus en plus. Mais oui, on partage tout et l'amour du foot américain. Yaya, on te retrouve aussi sur podcast NBA avec Chris. Tout à fait, avec Chris, avec Anna, toutes les semaines. On sort également les podcasts le mardi. On va peut-être le passer au lundi d'ailleurs. Et quand l'actu arrive, là, on en a sorti en milieu de semaine sur un podcast un peu court sur le licenciement de Nico Harrison de Dallas, parce que chez les Mavericks, c'est un peu comme chez les Cowboys. Voilà, à Dallas. Est-ce que Yaya, tu fais un podcast où tu dézingues les nouveaux logos de la NBA qui sont dégueulasses par rapport aux anciens? Moi, je suis dispo. Hein. Ah, ok. Bon, bah, c'est noté. Je dézingue tous les choses. On en reparlera, on t'invitera. Okay. En tout cas, merci mon Sam, merci Yaya, merci Flo d'avoir été là. Rendez-vous donc ce jeudi soir pour parler EFA en direct avec tout le monde et parler de la future saison peut-être des Paris Musketeers. On se retrouve donc jeudi à 21h30 sur Twitch et sur YouTube. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et pour la NFL, on se retrouve mardi matin pour débriefer la week 11. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, bye.